Sexisme. Alors je vous rappelle les termes du débat. Tout part de ce deuxième rapport du Haut Conseil à l'égalité qui a été publié en début de semaine, le baromètre annuel. Je vous rappelle les 3 chiffres inquiétants que je sors de l'enquête, mais il y en a d'autres que vous avez peut-être en tête. 37% des femmes en France déclarent avoir subi une situation de non-consentement sexuel. Un quart des hommes âgés de 25 à 34 ans estiment qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter. 16% des hommes pensent qu'une femme agressée sexuellement en est un peu responsable. Voilà. Dans la foulée, il y a des membres de ce Haut Conseil qui ont signé une tribune dans un journal, Le Monde, je crois, pour dire qu'ils sont un petit peu atterrés d'avoir ce genre de résultat en 2023, et puis aussi pour faire des propositions en disant que au niveau de l'éducation, au niveau de l'école, au niveau de la façon dont les parents aussi éduquent les enfants, notamment les petits garçons, et, il fallait peut-être commencer à se remettre un petit peu en cause. Quand vous avez vu les résultats de ce baromètre, de cette enquête, qu'est-ce que ça vous a inspiré ? Comment ce qu'il veut ? C'est un peu stupéfiant quand même comme statistique. Inquiétant, je pense. Et puis, surprise qu'on ait encore ces pourcentages, là, ces taux-là ou pas ? Surprise, non, pas vraiment, parce qu'on sait bien qu'il y a quelque chose à faire et qui est présent depuis longtemps et qui va mettre du temps en fait, à changer dans les mentalités et dans le rapport homme-femme aussi. Après, je pense que c'est un problème. Donc, il y a plusieurs problèmes en fait dans la question du sexisme. À la fois, ça pose des questions des rapports hommes-femmes, ça pose la question des discriminations et des représentations. Donc, c'est assez complexe comme sujet. Et après, ensuite, sur les solutions à tout ça, c'est pareil, c'est sur du long terme. C'est culturel, c'est de l'éducation. Mais parfois, je pense qu'il faut peut-être aussi faire attention à ne pas tomber dans des travers que de présenter forcément le sexe masculin comme étant le dominant, le bourreau, avec le sexe féminin qui serait forcément une victime. Je pense que là, c'est un peu... parfois, c'est un peu la limite sur ces questions-là qui sont très émotionnelles. C'est-à-dire, tu peux développer cet aspect-là, parce que c'est quelque chose qui est beaucoup évoqué par les viewers, juste ce point-là. Ouais. Qu'est-ce que tu veux... disons que depuis quelques années, surtout depuis, bien sûr, le mouvement MeToo, qui a donc libéré la parole et qui a vraiment, je pense, installé une lame de fond dans nos sociétés, qui est d'un changement de regard qui s'imposait à nous sur les rapports hommes-femmes, et beaucoup de discrimination, etc. Mais que parfois, dans la représentation de maintenant, on tombe dans le travers inverse, qui serait de dire que l'homme est là pour impressionner, dominer, faire du mal tu veux dire par rapport que à l'homme la femme. Est forcément agresseur ? Forcément agresseur, avec une femme qui serait forcément victime. Et là, je pense qu'il faut faire attention à ne pas tomber dans une guerre des sexes, finalement, entre guillemets, où on ne pourrait plus vivre dans le même monde. Voilà. C'est parfois les travers de certains courants néo-féministes ou... voilà. Ouais, moi, Julien ? C'est loin d'être ma spécialité. Hein. Je le vis comme tout le monde, comme vous. Voilà. Mais après, j'ai eu une conversation avec un pote à moi il n'y a pas très longtemps et qui me disait, bon, c'est un gars comme moi, donc on est sensible à ça, on est horrifié par ça. Et il me racontait que son fils, lui tenait un discours de plus en plus homophobe, viriliste. Parce qu'il y a des mouvements virilistes très importants sur Internet, des gens qui, justement... Quel âge a son fils, juste pour... Il a 17 ans. D'accord. Bon. Et il vient vraiment pas du tout d'un milieu comme ça. Et ça m'a un peu fait froid dans le dos, parce que j'ai l'impression qu'il y avait un mouvement de société où à la fois tu avais des avancées qui avaient été très rapides, qui ont bousculé vachement de choses. Et dans le même sens, on le voit bien avec Zemmour, etc., il y a une partie des gens qui en fait sont partis dans le sens inverse en se sentant très agressés par la façon dont la société évoluait vite, et la réaction a été ultra violente. Et donc ça, moi je le vois, ça fait remonter aussi des courants, on les voit sur Internet, j'imagine que si vous allez sur Twitter ou sur des réseaux sociaux, je sais pas, Twitch, ces mouvements virilistes, c'est-à-dire réaffirmer une masculinité forte, opposée à la femme, avec une distinction entre l'homme et la femme très différent, douce, viril, vous voyez ce genre de discours, avec une violence aussi, et bien finalement il y a un retour de ça, je trouve. Et après moi je suis pas sociologue, donc je veux pas rentrer dans des explications un peu faciles, etc. Mais moi c'est quand mon pote m'a parlé de son fils, qui lui tenait un discours homophobe, qui lui tenait un discours hyper dur avec les femmes sur le côté, en gros elles aiment bien les mecs virils, etc. Je me suis dit merde, mais on va où quoi ? Comment il est tombé là-dedans ? Qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'il se remette, il reparte 40 ans en arrière, si ce n'est plus, quoi. Et toi, tu semblais dire que ça pouvait être une réaction
à une évolution que certains jugent trop rapide, c'est ça ? Oui, mais encore une fois, là, moi, c'est pas mon domaine. Donc, ce que je te dis, juste comment je le ressens par rapport à des expériences comme ça, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui se sont sentis très agressés par la façon dont la société évoluait. Ça les remettait en question et la réaction, du coup, n'a pas été mesurée. C'est-à-dire que ça ne crée pas des réactions mesurées parce que la poussée est forte. Donc, la réaction est très forte. Et je soutiens évidemment pas, vous avez compris, cette réaction qui m'horrifie. Quand il y a une sorte de retour de virilisme moyenâgeux, ça me fait peur. Chez des gens très jeunes, c'est ça qui est intéressant. C'est des gens très jeunes. jeunes. D'un garçon de 17 ans. Très jeunes. Et les parents, c'est pas du tout l'ambiance. Donc mon pote, il est un peu démuni comme ça. J'ai un message avant de laisser la parole à Mohamed de RL Flash TV qui nous regarde. En France, il ne se passait pas une journée sans que ma mère se fasse harceler, paroles déplacées, sifflements, attouchements. Nous habitons au Canada depuis 3 ans maintenant. Elle n'a pas été harcelée une seule fois en 3 ans. Voilà, ça participe dans le chat aussi. Mohamed ? Non, mais on peut faire un medley des réactions de Julien et de Mathilde. En fait, moi, je vais plus loin. Je pense qu'il y a besoin d'un peu de radicalité, dans le sens où je comprends ce que dit Mathilde, dans le sens où depuis plusieurs années, on est fatigué par certains propos, notamment, je voyais dans ce rapport, il y a 23% des hommes qui considèrent que le barbecue est une affaire d'hommes. Ouais. Moi, ça me fait rire, en fait, parce que oui, c'est pas important. Le barbecue, c'est pas important. C'est plutôt une pensée... je pense qu'il y a un vrai sujet d'éducation, notamment depuis quelques années. Dans ce rapport-là, il est dit qu'un rapport sexuel doit être violent, qu'un homme sur 10 considère qu'une gifle sur sa femme n'est pas une violence. Un homme sur 10, 12% des hommes considèrent qu'une gifle sur leur femme n'est pas une violence. Et quand on a dit ça, je pense qu'Internet a apporté... des choses merveilleuses, 95% de choses merveilleuses, 90% de choses merveilleuses, mais je pense qu'ensuite il y a eu un mauvais accompagnement de notre jeunesse. Je prends un exemple tout bête, aujourd'hui dans une classe, il est obligatoire d'avoir 3 cours par an d'éducation sexuelle. Les cours d'éducation sexuelle ne sont pas donnés à nos enfants. Alors moi j'ai pas d'enfant encore, mais quand je dis ça c'est pour la généralité, il y a 0,78% de cours d'éducation sexuelle qui sont donnés par an. Quand je vois sur les réseaux sociaux des influenceurs comme Andrew Tate qui a été arrêté, l'homme de la blague de Greta Thunberg, et qui a été arrêté non pas pour ses répliques virilistes, mais qui a été arrêté pour du trafic d'êtres humains, etc. Ouais. Il y a des gens, notamment avec l'arrivée dans les années 2000, etc., des sites porno, etc., qui croient qu'un rapport sexuel c'est mettre une grande tarte à sa compagne, à la personne avec qui on fait l'amour, et que c'est ça l'amour, et que c'est ça un coït, c'est ça un rapport sexuel. C'est présent dans le baromètre dont tu parles. Oui, c'est vrai qu'il y a une part encore importante des hommes français qui disent qu'il n'y a pas que l'image de la femme renvoyée par les films pornographiques ne leur pose pas problème. Voilà. Mais en fait, je pense qu'il faut vraiment dire les termes. Et qu'il faut arrêter de dire aux gens oui mais les hommes ils ont une responsabilité mais ils ne l'assument pas, etc. Si on ne part pas de nos enfants, qu'est-ce qui se passe ? En fait, les générations d'aujourd'hui, les enfants qui sont aujourd'hui à l'école élémentaire, au collège, etc., c'est les adultes de demain. Ces gens qui parlent aujourd'hui, notamment les 25-30 ans, ils ont connu les premières années d'Internet. Et ils ont découvert Emule, LimeWire, les films porno, et ils se sont dit que c'est ça la vie. Ben, en fait, c'est pas ça la vie. Si l'État ne met pas... Et là, pour moi, il y a une vraie responsabilité de l'État. Si l'État ne met pas de l'argent, ne met pas de la prévention, il y a les parents aussi qui doivent jouer une responsabilité. Parce qu'il faut aussi mettre une responsabilité sur les parents de dire qu'une femme, il faut la respecter, qu'un rapport sexuel, c'est pas une grande tarte, c'est pas tirer les cheveux, c'est pas ça la vie. Et qu'au quotidien, j'écoutais des femmes, dans mon émission de dimanche sur RTL, il y a une femme qui parle de son évolution hiérarchique. D'avoir un bébé, c'est compliqué dans une entreprise. D'avoir juste, la femme n'est pas censée s'occuper de tout à la maison. Si dès l'enfance, on ne dit pas que c'est pas bien, qu'il y a des règles à respecter, mais comment faire des adultes construits plus tard ? C'est pas possible. On récupère maintenant une génération qui a été déconstruite. Mais alors ce mot déconstruit, il fait peur un peu parce qu'on l'a utilisé. Il est biaisé maintenant. Ouais, il est biaisé. Mais on récupère. Ah oui. Mais dans le sens où je dis déconstruit, c'est dans le sens où ça. On a dit aux enfants des années, ma génération, la vôtre aussi, parce qu'on est de la même génération, on a dit qu'il y avait le porno, etc. Et qu'on voyait des vidéos, mais pas que le porno. Où, moi je me rappelle d'émissions de télé-réalité où on parle aux femmes comme si c'était des jouets. On parle aux femmes comme si c'était les émissions de télé-réalité. Nous ont matrixés aussi, nous ont mentalisés. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un souci. Mettons de l'argent.
comprenant aussi que les enfants ont besoin d'être sauvés, qu'on a besoin de leur expliquer, de mettre de la prévention. On avait tout à l'heure dans cet avou le patron du CESE qui parlait du cannabis, qui parlait de la prévention sur les jeunes. En fait, c'est normal. Le CESE, c'est le Conseil économique, social et environnemental. Voilà. En fait, on met pas d'argent, on explique rien aux jeunes, et après on les récupère à 30 ans et on dit « Oh, vous avez vu ? Ils répondent que c'est bien de mettre une tarte à une femme. » Ben en fait, si on leur dit pas dès le départ, pour tous les gamins qu'on rencontre aujourd'hui, sociologiquement, si on les met dans des endroits, je reprends l'expression de Julien, virilistes, en fait, ils ont l'impression que la vie, c'est comme à la télé-réalité, c'est comme dans les séries américaines, c'est comme dans les films porno. Et aujourd'hui, on a l'impression de récupérer des gamins qui sont pas bien ou anormaux. Ils sont pas anormaux. On leur a juste pas dit que c'était pas ça la vie. Et aujourd'hui, il faut réagir. Bah, moi, je souscris à chaque mot, Mohamed, que tu as dit. Donc, j'ai presque rien à ajouter à ce que tu viens d'exprimer, parce que j'aurais aimé pouvoir exprimer aussi bien que ce que tu viens de dire. Mathilde, tout à l'heure, tu disais qu'il y avait peut-être une partie des hommes en France, tu me corriges si je travestis ta pensée, mais qui a pu ou qui peut se sentir bousculé, et du coup qui surréagit à un discours féministe ambiant, qui est parfois un discours féministe radical. On en a parlé ce matin sur Twitch le matin, quand on a parlé de ce baromètre publié par le Conseil Égalité, et j'avais beaucoup dans le chat, je ne sais pas si c'est le cas ce soir, je vois beaucoup de messages intéressants, notamment qui saluent tes propos, Mohamed, beaucoup de messages qui disaient pas tous les hommes, Samuel. Moi, je ne suis pas comme ça, hein, puisque je donnais les sondages, les résultats qu'on a vus qui font un peu froid dans le dos. Et je disais, voilà, il y a un problème de sexisme en France. C'est ce que dénonce le Haut Conseil à l'égalité, en mettant en avant des solutions qui passent notamment par l'éducation. Et Mohamed a insisté là-dessus. Et beaucoup de messages dans le chat, un peu moins ce soir, en mode, mais pas tous les hommes, Samuel. Moi, je ne suis pas sexiste, et je refuse de t'entendre dire qu'il y a un problème de sexisme en France. Il faut que tu dises des hommes en France sont sexistes. Et puis à un moment, moi je me suis fâché, c'était mon petit édito du moment, et j'ai dit mais oui, mais peut-être que toi effectivement tu n'es pas sexiste, mais tu as peut-être un frère, un cousin, un voisin, un ami qui dans son comportement quotidien, au travail, dans la rue, au sport, à l'école, peut avoir un comportement limite sur ces questions qui peuvent apparaître anodins, hein, le sifflement dans la rue, mais qui font le lit de violences qui potentiellement peuvent être beaucoup plus graves, agression, viol, voire féminicide. Et je dis, si toi tu penses que tu es nickel sur ces sujets, ta responsabilité quelque part, elle doit aussi peut-être s'étendre au fait que dans ton quotidien, tu ne reprends sûrement pas plein de comportements que tu vois, parce que c'est compliqué à faire, mais ça ne veut pas dire qu'on doit nier cela, quoi. Donc on a eu un débat là-dessus, parce que Mathilde, tu disais qu'il y a une partie de la population masculine qui peut se sentir un peu heurtée par certains discours féministes radicaux qui peuvent laisser penser que tous les hommes sont des bêtes, quoi, des violeurs en puissance. Et moi je ne dis pas ça, mais je dis que tous les hommes ont une responsabilité dans ce combat pour l'égalité des sexes et la disparition des manifestations du sexisme en France. Ce qui est différent, je ne dis pas que tous les hommes sont responsables et tous les hommes sont fautifs, mais que tous les hommes sont responsables de ce combat. Je prends mon exemple de vieux, parce que je suis le plus vieux ici. Moi, ça se voit un peu aussi. Bah oui, ça se voit aussi un peu. Et tu sais quoi, et ça se voit dans mon humour. C'est-à-dire que moi, le matin, la matinale de France Info, moins maintenant, parce que heureusement j'ai évolué, et puis heureusement qu'on change et qu'on évolue, mais parfois, et notamment dans les gens de mon âge, de moins en moins heureusement, dans notre humour, j'entends des trucs, il y a 20 ans ça nous faisait marrer, hein, des bonnes blagues de rédac, voilà, notamment le matin quand on a besoin un petit peu de rigoler pour oublier qu'on s'est levé à 2h du matin. Et 20 ans après, ces mêmes blagues, on se dit, sur les femmes ou sur plein de choses, on se dit, ah ouais, en fait non, pas une bonne idée. On se rendait pas compte. Et puis aujourd'hui, on nous a un peu éclairés, on nous a un peu ouvert les yeux, on a réfléchi à des sujets qui, il y a 20-30 ans, dont personne ne parlait en fait. Quand on regarde je sais plus, il y a un invité ici il y a 15 jours qui nous disait, vous allez voir sur l'INA, les micro-trottoirs, de ce que les hommes disaient des femmes dans les années 50 et 60. C'est vrai que c'était pas Michel Thor, interview de l'INA, êtes-vous frivole, 18 ans. Est-ce que vous êtes frivole ? Est-ce que vous regardez bien dans la glace ? Mais moi je suis pas du tout d'accord avec le côté not all men, le côté en fait on a tous une part de responsabilité, et je pense que je pense qu'on a tous une part de responsabilité. Alors bien évidemment, tous travailler, quoi. En fait on doit tous plus ou moins dans notre quotidien, dans notre quand on voit les chiffres, ça fait froid dans le dos en fait, et quand on voit qu'un homme sur 3 considère qu'une blague au travail c'est pas grave, c'est juste flippant. Et peut-être que sans s'en rendre compte, on a eu des comportements qui étaient
pas normaux. Tu vois, je t'interromps parce qu'il y a de Sofagaï qui veut participer avec nous qui dit si je rigole à certaines blagues sexistes, est-ce que je suis sexiste ? C'est exactement ce dont on est en train de parler en fait. C'est-à-dire qu'en fait c'est rien, ça n'a l'air de rien. Mais en fait c'est ça plus ça plus ça plus ça qui crée un climat qui à un moment peut laisser penser à certains hommes que la blague sexiste c'est pas grave et puis que la petite gifle c'est pas grave, etc. Mais Mathilde, toi, comme tu es quand même Je plus jeune, pardon. t'as vécu ce genre de situation ? Parce que toi, tu es beaucoup plus jeune, en tout cas que moi et que Samuel. Et est-ce que toi, comme tu es arrivé il y a 7 ans, c'est ça, dans le monde du travail ? Oui, 7-8 ans. Tu as vécu ces moments-là où de gêne par rapport à des blagues Oui, de lourdes, des choses propos comme ça ? déplacés, oui, bien sûr. Je pense que malheureusement, c'est assez commun et qu'on est énormément, si ce n'est la grande majorité, à avoir subi ça, même... ne serait-ce que de se poser la question, tiens, si je rentre tard toute seule, il faut quand même faire attention. Enfin, c'est des choses qu'on a intériorisées et qui, je pense, sont propres à la femme, parce que l'homme n'a pas peur de se faire agresser par une femme quand il rentre chez lui le soir. Enfin, je ne crois pas. Donc voilà, je pense que la prise de conscience, elle fait du bien, elle est nécessaire, et je pense que les changements vont intervenir dans le temps long. Au niveau culturel, au niveau éducatif. Tu parlais aussi de moyens financiers. Je pense qu'il y a des réactions aussi à mettre en place tout de suite. Et je pense que c'est le cas dans le monde du travail. On voit de plus en plus des cellules d'écoute ou des espaces de modération, des référents pour qu'il y ait une écoute et il y ait une prise en compte. Aussi au niveau, quand c'est plus grave, au niveau de la justice et de la police, ça met du temps parce qu'à une époque, c'est vrai qu'une femme qui allait au commissariat pour dire mon mari m'a violentée, etc., c'était pas forcément prise au sérieux. Alors, hélas, on peut même enlever le passé puisque dans l'actu très récente ces derniers jours, il y a eu des drames de jeunes femmes qui sont venues porter plainte et à qui on a dit revenez demain ou c'est pas l'heure ou c'est pas non il y a rien et qui sont rentrées et qui pour certaines sont mortes dans l'actualité de ces dernières semaines. Donc là faut même enlever le passé en fait. C'est-à-dire que ça existe toujours bien sûr. Dans la prise en charge par les policiers et les gendarmes de la parole féminine, les progrès sont encore très réduits. Quoi. Et dans le monde des médias, c'est terrible aussi. Donc c'est pour ça que je te posais la question. C'est que le monde des en médias, termes de dérive, de comportement, je pense qu'on a été un milieu terrible. Ça, on va en parler. Je réponds juste à une remarque dans le chat qui est pertinente, mais il faut que je contextualise. Quelqu'un, à l'instant, me dit vous parlez du sexisme, mais il n'y a qu'une femme sur ce plateau. Alors je m'explique sur ça. En fait, moi, je fais tout ici. Oui, mais c'est la plus intelligente. Oui. Ça rééquilibre. J'explique parce que c'est une vraie bonne question. Alors, je fais tout ici, c'est moi qui fais les gâteaux, etc. Et tout. Ils sont périmés, les macarons. Fais attention. C'est sûr que c'est pas une marque de surgelé qui est pas très loin, que je connais, une petite boutique. si, je les connais ceux-là. Ça commence par un P, le magasin. Et c'est moi qui fais la programmation aussi. Et en fait, je cale les invités. Vous pouvez en témoigner en amont, bien en amont, parce que ça se fait pas tout seul, et bien en amont de la décision des thèmes. Alors, la personne qui a écrit ce commentaire, évidemment, peut-être qu'elle ne vient pas souvent, mais c'est la 19e émission. Et si tu remontes dans les émissions passées, tu vas voir qu'il y a très régulièrement 2 femmes, parfois même 3 femmes. Et puis alors, cette émission, elle a un handicap, c'est que le présentateur, c'est un garçon. Donc en fait, pour qu'il y ait au moins 2 femmes à chaque stream, ce que j'essaie de faire souvent, ça veut dire que je n'ai qu'un invité garçon. Donc oui, c'est un peu compliqué aussi. Mais allez voir les streams passés, il y a souvent eu 2 femmes ou 3 femmes. Il n'y aura jamais 4 femmes, sauf le jour où je vends cette émission et que c'est animé par Mathilde, par exemple. Donc c'est vrai que ce soir, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire qu'effectivement, on a décidé que ce thème s'imposait à nous dans l'actu de la semaine, grâce à ce rapport du Haut Conseil à l'égalité. Mais le plateau, les invités, étaient déjà calés depuis un moment. Oui. Voilà. C'est vrai que si j'aurais fait l'inverse, j'aurais défini le thème et puis ensuite caler les invités, ce qui est impossible pour préparer une émission comme celle-ci, parce que tu peux pas appeler les gens la veille pour le lendemain, vous êtes tous super occupés. Je me serais dit oui, pour parler de ce sujet, qu'il y ait au moins 2 femmes pour qu'elles nous parlent de leur ressenti. Donc voici pour l'explication. Après, je me permets d'intervenir, c'est pas forcément parler du sexisme, pas forcément réservé aux femmes. Moi, je pense que justement, c'est très important que ce soit un sujet qui concerne les hommes et qui fasse débattre, qui fasse parler les hommes. Et je pense que ce qu'on est en train de faire à notre petite échelle ce soir est important aussi, c'est-à-dire que c'est un sujet qui doit rester à l'agenda médiatique et politique et qui permettra d'infuser, je pense, c'est à souhaiter en tout cas. Mais après, sur tous les échelons de la société, on est en défaut sur ce sujet. Je vais partir de nous, médias. Moi, ça me fait mal au cœur de voir des émissions télé. Alors, on a la chance d'être dans le même groupe, nous 3.
où il y a... qu'on voit là d'ailleurs. Voilà, où il n'y a pas de ce genre de choses. Mais en fait, quand il y a une femme, quand il y a des émissions de télé-réalité, où moi je vois ma petite nièce ou mon petit neveu devant, ça me fait mal au cœur en fait. Je dis pas que toutes les émissions de télé-réalité, moi aussi j'ai regardé quand j'étais plus jeune Secret Story ou Le Loft, etc. Mais on est passé à un niveau de violence dans les propos quand il y a une femme qui propose. Parce que les gens me disent la télé-réalité, etc., c'est pas tout. Mais la télé-réalité, quand tu as des personnes qui sont devenues des stars grâce à la télé-réalité et qui te proposent sur Instagram des pubs pour des produits qui changent l'hymen, des pubs où c'est des personnes qui se font mal parler par des hommes et qui acceptent, ou qui ont des femmes parfois, parce que Mathilde a raison d'en parler, des femmes qui ont elles-mêmes des comportements sexistes, qui se comportent mal avec des filles sur les réseaux, etc. Des filles entre elles-mêmes sur la télé-réalité. La télé-réalité favorise tout ça. Moi, ça me fait mal au cœur parfois de voir ma petite nièce ou mon petit neveu devant un épisode où ils regardent, ils rigolent, ils ont 15 ans, et je leur dis, mais en fait, j'ai perdu le combat. Et j'essaie d'éteindre la télé, j'essaie de leur dire on va à la Fnac, etc. On va acheter un cadeau ou un truc. Je les soudoie. Parce que, en fait, quand tu vois que sur les réseaux sociaux, le prolongement de la télé-réalité, c'est des femmes qui parlent mal à d'autres femmes, c'est des femmes qui proposent de tenez, avec ce produit, vous pouvez révolutionner l'hymen, etc. C'est déjà perdu, en fait. Ce combat, il est déjà perdu. Et après, je vais plus loin. Et là, je mets une pièce sur l'État. Quand on voit qu'en Espagne, la lutte contre la violence faite aux femmes, c'est 15 € par habitant d'imposition. Et qu'en France, c'est même pas 4 €. Que les bracelets anti-rapprochement en France ne sont pas donnés, ne sont pas respectés, qu'il y en a 1500, alors qu'en Espagne, il y en a 3 fois plus. L'Espagne, c'est un c'est exemple. C'est l'exemple qu'en Espagne, par exemple, les publicités sont non-genrées. Qu'en gros, c'est pas parce qu'un gamin, et je le dis vraiment avec tout... une éducation très droite, etc. C'est pas parce qu'un gamin va avoir un jouet rose qui va devenir homosexuel. C'est ce qu'on donne l'impression dans les clichés de certains sites de réseaux sociaux, etc. qu'on découvre. En Espagne, le rose il n'est pas réservé aux filles, le bleu il n'est pas réservé qu'aux garçons. Il faut arrêter de croire. Et en plus, souvent dans des cas où on dit fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, ben souvent l'enfant a envie de faire autre chose. Mais ce qui est intéressant dans l'exemple de l'Espagne, c'est que l'Espagne, c'est un problème qui a eu un énorme problème, presque plus important, de violences faites aux femmes qu'en France. Il y avait un taux de féminicide en Espagne qui était fou. Et c'est une société qui s'est pris en main et qui a dit on ne peut pas en rester là. Et donc a pris des décisions politiques très très fortes pour en arriver au résultat d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en plus, on a la solution sous les yeux. On a un pays voisin. Les jouets non-genrés, par exemple. Les jouets non-genrés, les pubs non-genrés. Et l'Espagne, quand ils disent, en gros, l'homme... Je vais vous citer juste un exemple, parce que j'écoutais Mathilde tout à l'heure... Et je t'écoutais surtout toi, Samuel, qui parlait des femmes, de la situation de l'actualité. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur personnellement par rapport à ce que j'ai vécu, etc. En fait, je suis parrain d'une association où il y a une femme qui se faisait tabasser par son mari, qui avait un enfant qui était en situation de je suis pas papa, donc j'ai oublié le terme, mais un enfant en situation de mort à tout moment, l'enfant pouvait mourir. D'accord. Il avait besoin d'une sorte de pacemaker, une sorte de petite machine cardiaque qui pouvait relancer son rythme cardiaque s'il y avait un problème du cœur. C'est une situation qui est dramatique, et cette femme-là avait quitté son mari qui l'a tabassée. C'était une femme qui vivait à Lyon, et elle a été vivre, parce qu'elle est partie toute seule de chez elle dans un foyer pour migrants. Et dans le foyer pour migrants, souvent il arrivait que les personnes qui étaient là fumaient, et donc ça déclenchait l'alarme incendie, et ça coupait le courant pour éviter qu'il y ait un incendie qui se propage. Et donc la machine, pendant 1 heure, se retrouvait sans électricité, et à tout moment, si le bébé qui avait 10 mois faisait un arrêt, le bébé pouvait mourir. Le juge lui a proposé une réunion de conciliation, je ne sais pas comment le terme exact, une réunion de conciliation avec son mari. Elle a dit je ne veux pas le faire. Elle a reçu une proposition de logement au 46 avenue du Général Leclerc à Lyon. Son mari habitait au 42. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, si on ne dit pas les termes, si on ne dit pas que notre société est gangrénée par une forme de télé-réalité qui est irrespectueuse, qui est sexiste, qui est injuste, et si on ne dit pas que notre société misogyne, et si on ne dit pas aussi, parce que c'est trop facile de taper que sur la télé-réalité qui est gérée par des producteurs et qui parce qui qu'il fait n'y a du bien. vraiment pas que ça. Mais j'ai plein d'exemples de trucs complètement lunaires dans plein d'autres milieux. Mais même si notre justice, c'est insidieux, mais si notre justice ne répond pas à ces femmes qui ont besoin d'habiter plus loin que leur mari, qu'est-ce qu'on fait? Je voulais prendre un exemple. Juste de précision, je te laisse la main, Julien. C'est mort imminente que tu cherchais, parce que dans le chat, on en a parlé. Et puis j'ai My Little Trip, qui est un modo qui rappelle que, parce que tu es très modeste et tu l'as pas dit, que tu es parrain de l'association L'Enfant qui lutte contre l'enfance maltraitée, et de la CNAP aussi, qui œuvre pour la protection de l'enfant. Ouais. Julien ?
Non, mais c'est juste que moi j'ai travaillé un moment sur les publicités sur les réseaux sociaux. Parce que c'est juste que moi ça m'avait choqué et je voyais passer des tonnes de publicités avec par exemple des femmes qui étaient dans des jeux vidéo, où il fallait payer le jeu vidéo. Et en gros, dans le jeu vidéo, tu avais différents scénarios et t'arrivais, c'était par exemple, en gros, la baiser, la tuer. Mais vraiment, sur la pub, c'était ça. C'était le scénario. Le scénario, c'est que tu pouvais soit la baiser, soit la tuer. Après, tu pouvais te rapproches du micro, Julien, sinon. Après, tu pouvais choisir de voler une voiture, etc. Mais ça ne choquait pas que dans une pub qu'on t'affiche sur ton téléphone, les choix étaient tabasser une nana ou coucher avec elle. Et ça me paraît lunaire. Et regardez vos téléphones. Enfin, en tout cas, je pense que tout le monde reçoit de temps en temps, quand tu es un mec, j'imagine que l'algorithme est suffisamment intelligent pour changer, il te met de temps en temps des vidéos comme ça. Et j'étais allé voir Facebook. Alors déjà, je me suis renseigné légalement, il n'y avait pas de problème. Moi, je trouve qu'il y a un problème, mais en tout cas, la législation française ne trouvait pas de problème avec ça. Et Facebook a même pas voulu en discuter 5 minutes avec moi. J'ai dit, voilà, France Info, je voudrais vous parler de ça. Les mecs trouvaient que c'était un sujet, mais un non-sujet, quoi. Captain McBernick non-sujet. confirme, parce que certains sont surpris par ce que tu dis, mais Captain McBernick dit, oui, les publicités pour les jeux mobiles, on parle de jeux mobiles, sont hallucinantes. Voilà, donc je pense que je les ai pas rêvés. C'est un jeu mobile, c'est ça. Excuse-moi Samuel, comme je suis venu de cet à vous directement, est-il possible que j'aille me laver les mains? Mais bien sûr. En fait, c'est en d'autres termes plus sympa, je voudrais juste aller faire un petit pipi. Bien sûr. Non, mais sur Twitch, on peut faire pipi, caca, d'accord. on peut faire... Non, caca, non. Pas là. Tu vas aux toilettes. Non, chez toi. Je t'accompagne. Non, j'ai compris où c'était. Ah, tu vois où c'est? Oui, je vois où c'est. C'est le Par couloir, là, voilà. couloir, Ouais, et puis première à droite, j'ai première à droite. capté. La musique s'allume, la lumière s'allume toute seule. La musique. Oui, il y a de la musique, il y a une boule à facettes aussi, voilà. Parce que c'est un moment important aussi, il faut être détendu, quoi. C'est vrai, mais c'est loin, par contre, il reviendra peut-être jamais. Mais attends, mais Mohamed, ça fait un moment qu'il est avec nous, en fait, il était pris par les bas, il n'osait pas nous dire, Oui, en fait, il faut que j'aille faire... l'impression. Non mais le pauvre, il est arrivé, il a couru de France 5, il s'est tapé les 6 étages à pied. Alors c'est bizarre, j'ai un ascenseur qui tombe en panne le vendredi. Pas le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi ou le samedi ou le dimanche. Il tombe en panne le vendredi. Et à chaque fois, enfin un jour sur deux, j'ai mes invités qui s'appelaient. C'est pas un voisin qui fait des blagues Non, c'est drôle, c'est très drôle. Ou alors j'ai un invité un voisin qu'on a marre de mes débats. qui débranche le truc. Un hater Non, mais c'est qui vient super te couper le... Et donc Mohamed il s'est tapé les 6 étages. Alors en tombant dans le piège des 6 étages, c'est-à-dire qu'au début tu te sens plutôt en forme. Je pense que Mohamed il est sportif. Tu pars sur le premier, deuxième, troisième d'un bon pas. Et les gens ils kiffent l'idée de la boule à facettes dans les toilettes. Je parle souvent de mes toilettes. En plus. C'est ça, tu parles. J'ai les toilettes japonais. Voilà. Ouais. Et donc un long débat sur les toilettes souvent. Et donc le Propose pauvre, le thème, il arrive, voilà. Je lui sers à peine. C'est Mathilde qui me dit, sers-lui un peu un verre d'eau quand même. Il a la ressoufflé Mohamed. Voilà. Et là, il a enfin osé nous dire qu'il fallait qu'il fasse pipi quand même. Certains pensent qu'il va jamais revenir. Ouais. Non, je pense pas que l'ascenseur soit un lien avec le vendredi, c'est Shabbat. Mais non. Non, mais il n'y a pas de. Non, 6 étages, pas 60. Non, faut pas déconner quand même. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu penses Oui, alors la question que Julien avait lancée tout à l'heure et que je t'ai interrompu, c'est dans notre milieu. Ah ouais. Comment c'est? Alors, moi, j'en connais pas d'autres. Alors, je vois du sexisme. Voilà. J'en ai vu, j'en vois encore. Mais j'ai pas de regard sur le reste. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Non, évidemment, notre milieu ne fait pas... Le débat que je viens de lancer, c'est dans notre milieu, c'est comment? Milieu des médias et du journalisme, voilà. Malheureusement, ça fait pas exception. Voilà, ça fait pas exception, mais je pense que dans plein d'autres milieux, et y compris industriels, tertiaires, enfin, je pense que c'est malheureusement répandu dans tous les milieux. Enfin, c'est... Voilà, plus certains que d'autres. Parce qu'en plus, il y a des métiers où les femmes sont en minorité, tu penses, tu parlais d'industrie, mais le journalisme, les médias, c'est très féminisé, c'est au moins 50%, hein, d'après les chiffres de la carte de presse, par exemple. Donc on pourrait penser que dans une profession qui est très féminisée, peut-être qu'il y aurait moins de sexisme. Oui, mais les patrons ont longtemps été des hommes. Hein. C'est-à-dire que oui, il y avait beaucoup de femmes, mais les patrons étaient des hommes. Et le problème du sexisme au travail, c'est souvent que la hiérarchie joue beaucoup. C'est-à-dire que ce qu'on a tous vu, c'est qu'en fait, c'est très facile quand tu es un patron et que tu as une... Moi, j'ai plein d'exemples, malheureusement, d'une jeune fille qui arrive dans ta rédaction et tu es en position de puissance. Et en fait, si tu fais des blagues déplacées, la jeune fille, elle va jamais oser te dire « Non, mais attends, c'est complètement déplacé. » Elle va le dire à un collègue, peut-être, mais son patron, elle va jamais le dire. Donc, en fait, oui, il y a beaucoup de femmes dans les médias et c'est en train de changer. Moi, ma patronne, c'est une femme...
Delphine Ernotte qui Bien sûr. dirige France Et on Télé. l'adore. C'est une femme. Le Un big faillot. up à Big up. Delphine Ernotte. Big up. Je pense à mon salaire à la fin de Bon Progrès. Et, Moi, je l'adore parce qu'elle aime bien Question pour un champion, donc voilà. et puis elle a accepté ton petit partenariat aussi. Oui, c'est vrai aussi. Ouais. Non, mais c'est vrai que le numéro 1 d'un groupe comme France Télévisions, qui est un énorme groupe de médias, soit une femme, bon, c'est déjà une sacrée évolution. C'était la première femme à diriger France Télévisions, oui, et c'est même la seule présidente de France Télévisions ever à avoir son mandat reconduit. Aucun président passé de France Télévisions n'avait vu son mandat. Donc, double petite révolution. Donc les mœurs évoluent, quoi. Je voyais dans les commentaires Ouais. que certains parlaient du milieu aussi de la restauration et de la cuisine, que personnellement je n'ai pas connu, mais effectivement c'est aussi très répandu. Bah, moi, on me parle régulièrement ce milieu. sur de gens qui connaissent ce milieu et on me dit que dans le milieu de la restauration, c'est chaud. C'est terrible. C'est hein. chaud, Ouais. ouais. Moi, Il y a- j'ai toujours été bluffé par le fait que chez les femmes, quand on voit une femme grandir, on voit une femme... alors moi, j'ai pas une énorme carrière, mais ça fait 12 ans maintenant, 11 ans que je suis 12 ans que je suis dans le milieu du journalisme. J'ai toujours été impressionné par le fait que les femmes, on suspecte toujours leur évolution. On est toujours en train de dire, c'est une évolution canapé, elle a dû coucher avec un mec pour avoir sa promotion. Encore aujourd'hui, tu Mais penses bien ou sûr, pas mais alors, franchement, ça serait Sérieux comme les infos. Les infos. Ah, mais c'est parce qu'elle fréquente un type comme ça, Ah ouais qu'elle a des infos, etc. Mais comme moi, je l'ai Ça, on vécu. l'entend encore, ça. Mais franchement, comme moi, j'ai vécu. Ah, mais t'es la diversité. Tu t'appelles Mohamed, c'est parce que tu t'appelles Mohamed que t'es à l'antenne. C'est parce que tu t'appelles que t'es rebeu, que t'es d'origine rebeu, que voilà, t'as été promu. Moi, quand je suis arrivé à France Télévisions, on m'a dit, ah ben voilà, France Télévisions augmente encore cette diversité, encore un arabe à la tête de France Télévisions. Tu l'as entendu, ça mais on me l'a dit. Mais, Bon, on t'a mais- pas dit comme ça, quand même, c'est mais, pas mais possible. sur les réseaux. Sur les réseaux, mais j'ai eu non, peur. mais même, Ouais. Qui même dans t'insultent, certains, peut-être. même dans certains déjeuners en ville, j'ai entendu des choses incroyables. Mais comme j'ai entendu moi, mais je te jure, Julien, cette femme-là, si elle a des infos dans le foot, c'est parce qu'elle, je vais pas dire des termes violents, mais c'est parce qu'elle couche avec un joueur, c'est parce que c'est parce que ça, elle couche avec un président. Et en politique, mais n'en parlons pas. En politique, alors je veux pas parler à ta place, Mathilde, mais moi j'ai entendu des choses et sur des journalistes, comme si c'était naturel, mais on se permettrait jamais avec un homme. Jamais. Et pourtant, c'est possible, hein, d'ailleurs, aujourd'hui. Oui, on y se penserait permettrait même pas, jamais, ouais. en fait. On se permettrait comme... Mais un mec, s'il est noir, arabe, s'il arrive à l'antenne, c'est qu'il fait partie de la diversité. Si une femme, elle arrive à l'antenne et Réussit, qu'elle a des infos et qu'elle réussit, c'est parce qu'elle couche avec un mec. C'est-à-dire que c'est trop facile de dire... Et c'est pour ça que je mets une nuance sur ce que je disais tout à l'heure. C'est trop facile uniquement de dire que c'est lié à l'éducation, c'est lié aux parents. Mais bien évidemment, déjà que nos patrons, il faut déjà balayer devant notre porte. En fait, des patrons qui ont été des légendes des médias, en fait, se sont mal comportés avec des gens. Et aujourd'hui, cette génération-là, elle doit... Il n'y a pas de not all men, je suis d'accord, mais elle doit dire, ok, on s'est mal comporté. Pas nous les hommes tous, mais certaines personnes... Nous précédents se sont mal comportés. Aujourd'hui, c'est à nous de montrer que les choses vont être différentes, etc. Et à ce propos, puisque on parle de notre milieu, on est interpellé par les gens qui suivent l'actualité. Moi, on m'a interpellé sur Twitter là-dessus aujourd'hui, donc je suis allé voir, je n'étais pas au courant, sur l'affaire Denis Brognard. Je vous donne les infos si vous ne les avez pas. Non. Denis Brognard, accusé de colère terrifiante et humiliation, il s'exprime. Ce sont donc des journalistes, Charlotte Namura et Anne-Laure Bonnet, et d'autres collaboratrices de TF1 qui ont témoigné dans une enquête du magazine Voici, à l'encontre de l'animateur de Koh-Lanta, voilà, avec des propos rapportés. Qu'il a confirmé Alors après, lui, il a répondu, Oui. et il a dit que, il a expliqué que dans des moments de grand stress liés à des directs ou des enjeux d'émission, il avait pu prononcer ces mots, mais que c'était pas du tout représentatif de la manière dont il se comportait avec ses collaborateurs en général et les femmes en particulier. Donc lui, il se défend comme ça. Après, ces jeunes femmes-là parlent de comportements abusifs, de colère terrifiante, d'humiliation. Mais surtout contre des femmes. Oui, voilà. c'est Surtout ça. contre Est-ce que des c'est femmes. sexiste ou- Surtout contre des femmes. Ouais. Et donc, j'essaie de vous trouver des propos cités pour vous donner un exemple. Voilà, Charlotte Namura confie avoir été insultée, humiliée par le présentateur en 2018 lors d'une coupure pub sur le plateau du MAG pendant la Coupe du Monde. Une séquence qu'elle avait déjà racontée dans le documentaire « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste », mais sans donner l'identité de Denis Brognard à l'époque. Et les propos, je les ai, je crois. Non, l'article ne les cite pas là.
Et donc depuis, Denis Brognard a pris la parole. Il tient à présenter ses excuses à celles et à ceux qu'il a pu blesser lors de cette directe sur TF1. Parle de faits isolés qui ne rendent pas compte des relations privilégiées basées sur le respect et la bienveillance que j'entretiens avec des équipes techniques et rédactionnelles depuis les programmes auxquels je participe depuis 30 ans. Bon, comme parfois en la matière, les langues se délient un peu. Et du coup, il y a beaucoup de collaborateurs en off qui disent que voilà, dans son exigence du quotidien, il peut être extrêmement brutal. Voilà, dans la manière dont il parle avec les gens qui sont en dessous de lui. C'est ce que rapportent certains. Et certaines femmes disent que parfois c'était quand même ultra violent, et surtout envers les jeunes femmes, quoi. Voilà. Donc du coup, comme c'est dans l'actualité... Je l'apprends, j'avais pas vu. Rien ne justifie, en tout cas le stress ne justifie pas l'humiliation et la colère. Voilà. Je pense que on a tous été stressés. Et, Là, c'est peut-être un mélange à la fois peut-être de sexisme, je ne sais pas, l'affaire ne fait... Enfin, c'est le tout début, et un problème de management et de comportement avec ses équipes aussi. Hein. Oui, de harcèlement moral ou de... Oui. Enfin, un mélange de plusieurs comportements problématiques. Voilà, en tout cas, toute la presse... Après, c'était aussi un mode de management dans notre milieu, je trouve. C'est-à-dire que notamment brutal, dans la télé, il y avait cette idée que si tu étais quelqu'un à poigne, si tu étais un vrai manager, devait savoir faire peur à ses équipes. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il s'impose presque physiquement. Il y avait un peu ce mythe-là du management que moi je déteste. C'est-à-dire que je trouve que ça écrase les gens en fait. Et toutes les personnalités un peu différentes qui résistent pas à ce stress énorme, elles disparaissaient, elles s'évanouissaient, alors qu'il y avait peut-être des gens passionnants, et ça broyait les gens. Et ça, c'était un peu une culture, je trouve, dans notre milieu. C'est un peu changé. Et c'est en train de... Je trouve que c'est en train de changer. Mais, honnêtement, je trouve que ça change doucement. J'aimerais que ça change plus vite. Ouais. Alors, moi, mais je rejoins sur... Je repense à ce que disait Mathilde tout à l'heure, sur le not all men, en fait, en clair, sur le balancier. En fait, il y a un truc qui me... Je sais pas si vous le ressentez aussi. Moi, il y a un truc qui me gêne. C'est le côté... quand une femme se plaint, se justifie. Il y a une polémique autour d'Outreau, là, notamment ces derniers jours, avec la diffusion du documentaire d'Outreau, qui était formidable. Franchement, le documentaire d'Outreau, il était sur France 2. Sur France 2. Ouais. Et franchement, je dis pas, il m'arrive à cet avou. Vraiment, il m'arrive à cet avou. Il y a un truc qui a fait un flop sur M6. Enquête sur la mort d'Alexander Litvinenko, j'ai adoré et j'ai trouvé ça super bien. Donc vraiment, je suis quelqu'un d'assez objectif, je trouve, et je dis pas parce que c'est France 2. Le documentaire sur Outreau était exceptionnel. Andrea Bescon sur les réseaux sociaux a dit l'affaire Outreau, elle a brisé la parole des gamins, etc. Il faut l'entendre aussi, et elle a raison de le dire. Il faut l'entendre. Il faut entendre toutes les paroles en tout cas. Mais il y a un truc qui me désespère, c'est qu'on dit souvent. Une parole d'une femme qui va se plaindre ou d'un enfant, parce que c'est surtout les enfants qui est un sujet qui me tient vraiment à cœur, mais les femmes aussi à 100%, voilà, parce que je connais ce sujet. Oui, il peut y avoir des énoncés calomnieux. En fait, il peut y avoir une attaque calomnieuse. Il peut y avoir un enfant qui va dire « mon papa m'a violé » et ma maman m'a touché et mon père me tape ou ma mère me tape. Et il peut y avoir une femme qui va dire mon mari me tape, etc. Et c'est faux. C'est vrai. C'est vrai. Il faut le dire, c'est vrai. Ça arrive. En fait, il faut écouter le juge Durand sur les enfants et il faut écouter tous les psychologues qui parlent des femmes. Ça arrive sur un cas sur 70. Un cas sur 70. On a cette célèbre phrase en France, vaut mieux un innocent en dehors qu'un criminel en prison, ou l'inverse, j'ai oublié, je suis un peu fatigué, vaut mieux, voilà, vous l'avez, l'inverse, c'était vaut mieux l'inverse, un criminel en dehors, à l'extérieur, qu'un qu'un innocent en prison. Je suis un peu fatigué, je suis désolé, mais en fait la parole des femmes, faut l'écouter quoi qu'il arrive, même s'il y a une femme sur 80 qui dit une fake news, qui dit un propos calomnieux, il y en aura 79 derrière qui diront la vérité. Et la justice est là pour faire le travail. Et la justice est là pour avoir des faire moyens suffisants. Un des grands soucis dans ces histoires de violence sexuelle, d'agression sexuelle ou de viol, par exemple, c'est la charge de la preuve. Hein. Par définition, c'est souvent parole contre parole. Parole contre parole, un homme et une femme, enfin l'affaire PPD. Oui, hein, mais, ça, en fait. mais sauf que... Et c'est très compliqué pour la justice de prouver quand tu n'as que deux témoignages qui disent radicalement je vais l'inverse, quoi. Mais alors, vous êtes parent, Julien, Mathilde? Pas encore. Samuel? Ok. Donc, un enfant sur 4 est victime de violences sexuelles, physiques et psychologiques. Ouais. Voilà. En fait, c'est réglé. Ouais. Les chiffres, dans une classe de 25 élèves, un enfant sur 4 est victime de violences sexuelles, physiques et psychologiques. Ouais. En France, une femme meurt tous les 2 jours. En France, 300 000 femmes sont tapées quotidiennement par leur conjoint ou de manière hebdomadaire. En fait, les chiffres devraient nous faire fermer nos bouches
c'est une expression parce qu'on est pas sur Twitch, je me permettrai pas de dire ça, c'est à Non, vous. mais t'as raison. Mais les chiffres nous font taire en fait. En fait, quand on a dit les chiffres, s'il y a une femme qui dit un mensonge sur son mari, ben, ça sera la 70e. Mais avant ça, il y a 69 femmes qu'on n'aura pas écoutées, une dizaine d'enfants qu'on n'aura pas J'ai écoutées. un message d'écrivain qui est un viewer et streamer qui est habitué de cette chaîne qui dit je suis biographe, donc qui recueille beaucoup la parole des gens en fait, qui est écrivain public en fait. Et il dit je ne peux confirmer, je le déplore, que 99,9% des femmes dont je retrace la vie, je n'ai quasiment que des femmes comme clientes, et toutes, sans exception, ont connu la violence conjugale, maternelle ou paternelle. Et se raconter, ça leur fait du bien. Pour elles, c'est un genre de thérapie. Mais voilà, l'écrivain nous dit que toutes les femmes qu'il rencontre Et ce ont qui été est- confrontées à la violence. Ce qui est nouveau, c'est qu'elles en parlent. Et c'est ça qui est aussi une très bonne chose dans ce c'est vrai, processus-là. Parce que longtemps, ça a été aussi un impensé, quelque chose qu'on pouvait refouler. Ça fait partie de l'intime, parfois du cercle privé, de la famille. Donc ça peut être tabou. Et là, que ce soit d'ailleurs, Mohamed, tu parles des enfants, des violences intrafamiliales, de toutes les questions d'inceste, et aussi dans une certaine mesure les violences vis-à-vis des femmes, on voit qu'il y a quand même ce changement-là qui est à l'œuvre et qui va être forcément bénéfique. C'est-à-dire- Et pourquoi ? Parce que longtemps, la parole d'une femme, d'un enfant qui dénonçait ces violences n'était pas entendue, n'était pas crue, notamment, et parfois cette vérité était étouffée au sein des familles. Oui, bien bien sûr, sûr, évidemment. Au sein des familles, et que la libération de la parole va peut-être permettre justement que... voilà, Que les pour ça mœurs que les- changent aussi. Et c'est pour ça que les plaintes augmentent. Et c'est tant mieux. Évidemment. c'est ça. C'est tant mieux en fait. C'est pas forcément les faits qui sont plus nombreux. Oui, c'est voilà. la libération de la parole. Je suis content d'avoir ce débat avec vous ce soir. Je vous lis un petit peu dans le chat. Ouais. Merci D'accord. beaucoup. Ah non, mais ça va trop vite. Ouais, je suis d'accord, Ah ça non, c'est mais ça vrai, va ça, trop vite, je le pense Ouais, tout le temps. Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi, Julien. C'est compliqué quand je vois plein de messages de choisir le bon sur un sujet aussi difficile. Et aujourd'hui, il devait y avoir le compte rendu du procès De de Julie Dewib. Ouais. J'ai pas eu, je sais pas ce Qu'est-ce qui que s'est passé. c'est, pardon moi, j'ai Julie pas le- Dewib, elle a été tuée par son mari en Corse. Ah oui. Il y a en 2019, je crois. Mm. Elle a été tuée par son mari. 3 jours avant, elle était chez la gendarmerie Ouais. pour la 6e fois. Ah, mon Pour une Dieu. plainte. Ouais, c'est- Et son mari l'a tuée. C'est son père, Lucien Dewib. Je sais qu'il n'est pas sur Twitch, donc son père, il est incroyable. Son père, il est merveilleux. Son père, il est d'un courage incroyable. Il se bat pour que sa fille ne soit pas un chiffre. Le numéro 30 des victimes de féminicide dans l'année 2019, où il y en a eu 146. Et cette femme-là, elle a porté plainte 6 fois. Et je crois que la 5e fois ou la 6e fois, une personne à la gendarmerie lui a dit « Mais c'est pas fini votre histoire ». Mathilde a raison de le dire et elle a raison d'insister là-dessus. Si la justice, si les policiers, si les gendarmes ne prennent pas en compte ces paroles-là et ne les accompagnent pas, en fait, on pourra rien faire. Et on doit attendre le procès en appel aujourd'hui parce que le mari de Julie Dewib était jugé en appel aujourd'hui et il a toujours l'autorité parentale sur les enfants alors qu'il a tué leur mère. Là, le verdict va être prononcé ce soir. Là. Voilà. La perpétuité a été requise. Voilà. Donc le verdict doit... Il avait été condamné à perpétuité tomber avec ce soir. 22 ans de sûreté lors du premier procès. Et Pourquoi il y a eu appel du coup Parce que il a fait appel, la personne qui a tué Julie Dewib a fait appel, son ex-conjoint, et son papa m'avait dit, en fait, je veux juste qu'il ait perpétuité, je veux juste entendre perpétuité et que la justice ne revienne pas sur ça. Et, c'est ce qui est requis ce soir. En tout et quand on porte plainte 6 fois et qu'on n'est pas entendu, c'est juste abominable. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité du coup aussi? Là, je ne connais pas cette affaire-là, mais du côté de la gendarmerie, il y a eu des dysfonctionnements, bien sûr, j'imagine qu'il y a une enquête, et qu'est-ce qui se passe? Mais je crois qu'on... Le père même avait porté plainte à l'époque pour Ouais, protéger il s'était sa fille. bagarré avec lui. Mais le problème, c'est que Mathilde l'a évoqué tout à l'heure. Le problème, c'est qu'on a encore une difficulté sur l'écoute de ces sujets-là. Ah, voilà. Même à la gendarmerie, à la police. C'en Mais est un le- cas flagrant, ouais. Mais en fait, je répète souvent ça. Il y a 27 cm entre le mur de Samuel et le mur du voisin. 27 cm. Et qu'en France, nous, souvent, ce qui arrive moins dans les pays méditerranéens d'ailleurs, mais souvent en France, on est un peu centré sur nous-mêmes. De se dire, on va pas appeler la police, ça vaut mieux un voisin responsable qui va toquer pour voir ce qui se passe que plutôt se dire, on passe à autre chose. Et il y a aussi un autre élément, c'est qu'en France, on croit trop souvent que la violence sexuelle, elle est
dans les zones rurales, que la violence physique, elle est dans les banlieues et les C'est quartiers dans difficiles. tous les milieux. Voilà, Ouais. et que Tous les milieux. les violences psychologiques, elles sont dans les quartiers riches et chez les bourgeois. Non, il n'y a pas de sociologie de la violence. Ouais, La aucune. violence, elle est partout et elle est dans tous les appartements et dans toutes les maisons françaises. Je regarde l'heure parce que je pense à notamment Mathilde qui se lève à l'aube. Voilà. Pour proposer de passer au deuxième sujet, vous avez décidé de mettre en deux, je parle sous le contrôle de Joe, le déjeuner, je crois. C'est ça, Joe? Le fameux déjeuner. Le fameux. Le déjeuner. En tout cas, merci beaucoup à vous trois pour ces échanges sur cette question. Hélas, quelque chose me dit qu'on aura à y revenir dans les prochaines semaines, les prochains mois. Il y a sûrement un début de prise de conscience dans notre pays sur ces questions, mais un tout début seulement. Ouais. Voilà. On est au tout début, c'est sûr. Donc à ceux, j'entends le discours j'ai vu quelques messages dans le chat encore ce soir, à ceux qui disent mais ça n'existe plus, ça n'est pas vrai, les femmes ont obtenu l'égalité, arrêtez avec ces sujets et tout. Regardez les chiffres, regardez juste les statistiques. Voilà. Regardez cette enquête qu'on a évoquée du Haut Conseil à l'égalité. Au-delà des statistiques, regardez tout simplement les sondages quand on demande aux hommes voilà, le regard qu'ils portent sur les femmes. On est en 2023, on est en France, mais c'est encore un peu la préhistoire sur ces questions. Donc c'est un combat, et c'est un combat auquel participent les femmes et les hommes. Voilà. Même pour les hommes qui, dans leur comportement, n'ont rien de sexiste au quotidien. Ils peuvent sûrement participer à cet effort, c'est mon sentiment.